Bonjour à tous les cinq. Alors, on va démarrer avant de parler de Digital In-Store par un premier tour de table. Je vois que Franck est près du premier micro. Bonjour Franck Da Silva, Head of Retail et e-commerce chez Pinterest. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, quelques chiffres, quelques dates, ce grand nom américain du digital? Vous m'entendez bien? Oui. Alors, commençons effectivement par présenter la plateforme Pinterest. Donc, Pinterest est une plateforme d'inspiration visuelle, de découverte visuelle, qui a été créée en 2010, maintenant 12 ans, à San Francisco, et qui s'est lancée sur la partie publicitaire en France il y a maintenant quelques années, en 2018. Et notre mission, est la même depuis le premier jour, c'est d'apporter l'inspiration à chacun pour mener la vie qui lui plaît. Donc concrètement, on apporte quoi sur Pinterest? On apporte des idées, on apporte des inspirations de produits pour que chacun puisse réaliser ses projets sur le plus ou moins long terme. Et mon rôle à moi chez Pinterest, c'est de m'occuper du secteur retail et e-commerce, tout simplement. Donc on accompagne les marques, les annonceurs sur la plateforme Pinterest. On peut donner rapidement quelques chiffres sur le marché français? Alors Pinterest, c'est 400 millions d'utilisateurs uniques mensuels dans le monde et 23 millions pour le marché français. 23 millions pour le marché français. Tout à fait. Par mois. Donc, par mois, exactement. De très très beaux chiffres. À votre gauche, Arthur Benda. Bonjour Arthur. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Responsable marketing business messaging chez Orange. Est-ce que vous pourriez présenter évidemment le groupe Orange qu'on connaît tous, mais peut-être plus particulièrement cette activité de business messaging? Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde connaît au moins de nom le groupe Orange. Je vais peut-être juste présenter moi l'entité dans laquelle je travaille, donc chez Orange France, qui s'appelle l'entité P-Services. Donc P-Services en fait propose un panel d'offres assez varié. Ça va de l'identité numérique au paiement sur facture. Mais moi, je vais intervenir plus spécifiquement, justement, comme tu l'as dit Jérôme, sur les solutions de business messaging B2B. Alors chez P-Services, elles sont au nombre de 3. La première, c'est le push SMS, que je pense que vous connaissez tous, et qui s'est beaucoup amplifié, notamment avec la période de pandémie. C'est les marques qui envoient un SMS à nous tous, utilisateurs. Ça peut être pour principalement du fonctionnel, des rappels de rendez-vous ou du promotionnel sur des soldes ou autres. Et on a surtout lancé 2 offres à vocation conversationnelle. La première, c'est RCS, pour Rich Communication Service. Pour ceux qui connaissent, en fait, on propose à chaque utilisateur sous Android en fait, un enrichissement fonctionnel de sa messagerie directement SMS, et ça permet aux marques de communiquer, d'envoyer des campagnes un peu plus visuelles, avec notamment des boutons click to action, des carousels pour décrire différents produits, ce genre de choses. C'est très visuel. Et enfin, juste rapidement, une dernière offre, la dernière du portefeuille, c'est le SMS conversationnel qui va être lancé très prochainement, où un utilisateur pourra contacter une marque en direct par SMS. Et on verra dans quelques instants comment ces solutions de messagerie peuvent réinventer l'expérience et le parcours client avant et pendant la présence en magasin. À votre gauche, pardon, Hugo? Non, pardon, il est là, Hugo, excusez-moi. Nicolas Cassard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Co-CEO de Ico Nifty. Alors, plus directeur du marketing et de la communication du groupe Ico, mais c'est pas grave. Expliquez-nous justement, quel est votre poste aujourd'hui? Je vais vous expliquer. Le groupe Ico, c'est un groupe de communication qui, au travers de ses différentes filiales, a pour mission d'accompagner à la fois les marques et à la fois les retailers dans la transformation du commerce. Et moi, personnellement, au sein du groupe Ico, j'ai en charge, c'est assez neuf, la direction du marketing et de la communication, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. D'accord, et on peut donner d'autres chiffres sur l'activité du groupe en France? Vous accompagnez de très très grands retailers dans la transformation digitale depuis déjà longtemps. Au travers de nos différentes filiales, dont User Agent qui est représenté aujourd'hui, on couvre la totalité des retailers quasiment en France, et on couvre près de 500 marques. Donc c'est vrai qu'au travers de nos différentes activités, on arrive à couvrir assez bien le marché français sur des disciplines différentes qui sont couvertes au travers de nos différentes filiales, mais on rentrera dans le détail un petit peu plus tard. Très bien. À votre gauche, Frédéric Leclé. Bonjour Frédéric. Directeur délégué général de Life. Bonjour Jérôme. Redonnez-nous quelques chiffres sur cette belle application française. Alors Life est une fintech française de 160 personnes. On a aujourd'hui une démarche qui consiste à tirer parti de l'omniprésence du smartphone pour apporter des solutions dans l'univers de consommation qui gomme les irritants en point de vente. Quand je parle d'irritants en point de vente, je pense notamment
à l'attente en caisse. Une des études d'écran mobile très récentes évoque cet irritant. 28% des sondés considèrent que c'est la principale difficulté en magasin. Deuxième irritant qu'on adresse, c'est le fait que pour faire ses courses aujourd'hui, on a toujours besoin d'autant de cartes et de tickets, de caisse, cartes de fidélité, cartes de paiement, etc. Donc, le wallet, qui est un contenant, l'application LivePay, qui est un wallet, permet justement d'apporter des solutions alternatives pour gommer ces irritants. Et on va atteindre à la fin de l'année à peu près 1 million d'utilisateurs mensuels actifs. Très beau chiffre, 1 million d'utilisateurs actifs chaque mois. Voilà, on est assez content. À la fois du paiement et du wallet. Exactement. Et juste pour finir, puisqu'il y a entre guillemets un deuxième effet qui se coule, c'est le principe de transformer l'irritant, qui est le paiement, le passage en caisse, en un outil marketing pour plusieurs raisons. D'abord parce que le paiement génère énormément de données extrêmement qualifiées du point de vue évidemment du commerçant, du retailer, mais aussi parce que le wallet est un outil de communication qui permet de relayer des campagnes d'animation. Vous allez nous en reparler dans un instant. Et à votre gauche, cette fois-ci c'est Hugo Subil, bonjour, directeur du pôle conseil de User Agents, des cousins, on l'a dit, de Aiko. Oui, complètement. En effet, User Agents, donc agence mobile née en 2008. Donc on conçoit et on développe des applications, des sites e-commerce. On couvre en effet beaucoup de secteurs d'activité. On est très présent dans le retail, mais également dans le secteur de la banque et assurance, qui est une de nos verticales, et d'autres services. Évidemment, on est assez au cœur, de plus en plus au cœur des interventions qui ont lieu dans les magasins et les parcours clients qu'il y a dans les magasins, puisqu'on se retrouve à la réunification et un trait d'union avec le mobile entre les marques et les utilisateurs. Donc on va intervenir aussi sur des réflexions de parcours qui ont lieu en magasin, les fonctionnalités que des applications ou des sites ou même des dispositifs in-store qu'on peut aussi réaliser vont pouvoir augmenter les fonctionnalités que permettent le magasin et peut-être parfois aussi corriger des frictions que le physique ne peut pas faire. Voilà, pour devenir des éléments complémentaires. Et on va revenir dans le détail sur ces solutions dans quelques instants. Alors on a parlé d'irritants, de sujets qui peuvent un peu compliquer le parcours d'achat au sens large d'ailleurs, pas seulement in-store. Franck, si on devait évoquer, selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux irritants dans la globalité du parcours client? Je pense que déjà les irritants ont évolué ces dernières années avec la pandémie. Chacun a remis effectivement à son niveau les irritants. Moi, de mon côté, le temps perdu, déjà, ça c'est un premier irritant et qui est important, et le manque de plaisir. Donc le temps perdu, on n'a plus du tout envie maintenant de passer du temps à attendre à la caisse, à attendre 5 minutes, 10 minutes. On a tous l'exemple de gens qui ont posé leurs articles pour acheter online ou alors pas acheter du tout. Ah, ils abandonnent le passage en caisse parce qu'ils le passage en caisse, c'est trop long. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit offrir une expérience. C'est ce qu'on fait chez Pinterest. On essaie d'apporter de l'inspiration au plus près possible des besoins et des attentes des consommateurs pour faciliter justement ce passage en magasin. Et pour revenir au magasin, je pense qu'il doit proposer un service supplémentaire de ce qu'on trouve en e-commerce, du service, de l'accompagnement, des choses qu'on ne peut pas forcément faire online. Donc je pense que les magasins s'orientent dans ce sens-là. Il faut être bon à la fois sur le digital, il faut être bon à la fois dans le retail et en magasin. Et Pinterest joue un rôle clé en ce sens qu'on va faire de la curation, on va éclaircir les idées. Dans le tunnel d'achat, on va permettre effectivement de bien comprendre quel produit on souhaite avoir. Et après, c'est l'acheteur qui fait son choix. Soit il achète en ligne, soit il achète en magasin. Ce n'est pas notre rôle, mais en tout cas, on cherche à accompagner en amont pour ce type de solution. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans un magasin sans savoir quoi acheter. Et là, Pinterest peut les aider quelque part en amont à faciliter leur choix. C'est le rôle de Pinterest. C'est un peu le sweet spot. On vient sur Pinterest parce qu'on a une idée, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut encore. Donc, on s'inspire sur Pinterest. Et après, soit on achète en ligne, soit en magasin, mais on a déjà une idée précise de ce qu'on veut acheter. Très bien. Arthur, même question. Selon vous, c'est quoi aujourd'hui les principaux irritants sur le parcours du consommateur ? Alors en tout cas, je vais aller globalement dans le sens aussi de Franck. Nous, ce qu'on peut voir, des études un peu quali, des focus group qu'on a pu faire dans le cadre de notre lancement de l'offre SMS conversationnelle, il y a plusieurs choses qui reviennent. En effet, ce besoin d'instantanéité. Aujourd'hui, les clients n'ont pas forcément, en tout cas in-store, envie de faire 3 fois le tour du magasin. Je prends un exemple assez concret de grandes enseignes de bricolage, des grands espaces, et on n'a pas forcément envie de faire 3 fois le tour du magasin pour trouver un produit en particulier, une référence. Et nous, c'est notamment ce qu'on pourrait proposer, le fait d'être guidé, orienté. On pourrait utiliser justement le SMS en boutique pour être guidé, orienté vers un produit. Ça peut se faire de différentes manières,
soit par le biais justement d'un QR code à l'entrée ou d'un numéro tout simplement affiché à l'entrée du magasin sur lequel on pourrait rentrer en contact avec la marque. Puis c'est vraiment cette notion finalement de self-service. On n'a pas forcément, ça rejoint cette idée de temps, on n'a pas forcément envie d'attendre qu'un vendeur soit disponible, on a envie d'être autonome. Donc ça peut être l'occasion d'utiliser ce type de solution. Et enfin, un dernier point peut-être, c'est l'aspect multicanalité. Je pense qu'il y a notamment en amont d'une visite en boutique, il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir choisir le canal de contact. Ils étaient un peu frustrés, en tout cas c'était ce qui était remonté de nos études Quali, d'être frustrés de se voir imposer un choix, un canal de contact. Donc ils aimeraient avoir le choix en amont d'une venue en boutique. D'accord. Même question, Nicolas. Selon votre expérience et les récentes études, selon vous, c'est quoi aujourd'hui les principaux irritants du parcours client? En tout cas, ce qui est sûr, c'est comme le disait Franck, il y a toute l'attente en caisse, le fait de devoir parfois manipuler plusieurs fois les mêmes produits, bref, avoir une expérience fastidieuse au moment de la caisse et avoir beaucoup d'attentes. Parallèlement à ça, moi je rajouterais deux choses. La première, c'est le manque d'informations. Quand on est en magasin, parfois on a de la chance, on a un vendeur, parfois on en a moins, on n'en a pas. Donc du coup, on manque d'informations. Et même quand on en a un, on n'a pas toujours quelqu'un qui est en capacité de répondre à toutes nos demandes. On est devenus tous de plus en plus exigeants. On a plein d'informations sur Internet et du coup, on a le même niveau d'exigence quand on est en magasin. Du coup, le manque d'informations, c'est vraiment quelque chose qui est crucial quand on est en magasin. Donc pour moi, c'est vraiment un point noir à traiter en matière d'irritants. Et deuxième point, je vais prendre les choses volontairement un peu à l'envers. T'en parlais un petit peu tout à l'heure, Franck, mais en gros, on est tous en train de se dire que l'expérience d'achat en magasin, c'est relativement fastidieux. Comment on rend ça sympa? En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au lieu d'essayer de faire moins pire, pour bien parler français, est-ce qu'on n'essaierait pas de rajouter une dose de divertissement, de fun, pour qu'au-delà de rendre les choses moins pénibles, on arrive à rendre les choses parfois au moins plus sympathiques. Gamifier presque, gamifier l'expérience en point de vente. Alors on pense tout de suite à ça, mais pas que. Il y a peut-être d'autres choses autour par exemple, et puisque notre sujet aujourd'hui c'est le mobile, autour de la réalité augmentée. On va en parler après. On va en parler après, mais il y a plein de choses autour de ça. Il y a plein de choses à inventer, en tout cas, pour enchanter l'expérience in-store. Frédéric, même question, on a beaucoup parlé déjà de l'irritant lors du passage en caisse. Évidemment, c'est le sujet aujourd'hui prioritaire pour Life. Je crois que c'est le sujet déjà pour beaucoup de consommateurs qui ont l'habitude d'acheter sur Internet de manière extrêmement fluide et qui se retrouvent dans un magasin à épeler son adresse email éventuellement à la caissière parce qu'il a oublié sa carte en plastique qui de toute façon lui encombrait les poches, ou il a oublié ses bons de réduction et du coup il ne bénéficie pas de ses avantages et tout ça à côté, je dirais, un peu anachronique. Quand on connaît la puissance du numérique, de ce qui se fait avec les applications mobiles et les smartphones dont on peut dire tout le monde est équipé, il y a un boulevard pour apporter des solutions simples qui permettent de faire du one-click en magasin. On en parlera dans un instant. Si on devait lister les irritants, vous en avez identifié 2 ou 3 autres? Les irritants, alors il y a un premier irritant qui est un peu, je dirais, conséquent peut-être à la crise sanitaire, c'est la foule dans les magasins. Puisque la même étude d'écran mobile. Oui, l'appareil Talbic, c'est ça qui a publié une étude récemment sur le sujet. 31% des consommateurs de 18 à 30 ans considèrent que la foule leur crée une sorte d'anxiété en magasin. On devient agoraphobe voilà. post-Covid. On devient un peu agoraphobe et donc mécaniquement, quand on fait ses courses, il y a un côté plaisir, mais quand on fait la queue en caisse, il n'y a plus du tout le côté plaisir. Par contre, l'irritant, lui, il n'est pas parti. Et donc, je pense qu'effectivement, la combinaison de ce phénomène d'agoraphobie et de l'irritant qui est la simple attente, puisqu'à attendre, que ce soit d'ailleurs en caisse ou au restaurant, attendre que le serveur nous amène l'addition et revienne avec le TPE, parfois c'est irritant. Pourquoi? Parce qu'on a fini de déjeuner, le côté plaisir est parti, puis on est obligé de rester. On aimerait bien partir ailleurs. Merci pour ces éléments. Hugo, également, sur la partie irritant, on n'a peut-être pas parlé aussi de d'autres temps d'attente qu'on peut expérimenter dans les points de vente. En fait, je pense que pour compléter aussi et aller dans le sens de chacun, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est quand on arrive en magasin, on a envie aussi d'être connu et de retrouver des expériences facilitées. Aujourd'hui, il y a trop de distorsions entre ce qu'on va vivre sur un site et ce qu'on va vivre dans un magasin. Faut pas non plus enlever les lettres de noblesse au magasin, parce qu'on est là aussi pour vivre une expérience physique, et cette physique elle est hyper importante, donc il faut complètement s'entremêler dedans. Il faut que la technologie soit discrète, d'où en effet le mobile, qui reste quand même l'écran principal pour les utilisateurs. Et pour autant, il faut simplifier en effet tous ces points de parcours. Avec User, on accompagne beaucoup, on fait de l'observation en magasin. On arrive aussi à déceler en effet des points de friction qui sont le paiement, qui vont être le manque de contenu sur des produits qu'on peut avoir, alors que finalement
C'est vrai que je vais naviguer entre mon Instagram et mon site e-commerce sur mon desktop, je vais être multi-channel et je vais pas me poser la question, là en fait je passe de mon ordinateur à mon téléphone à un magasin. Non, en fait je vais voir la marque et je veux vivre une expérience avec la marque et je veux potentiellement la consommer. Et donc il faut qu'on arrive en effet à créer ces ponts de fluidité. Aujourd'hui le mobile le permet par plein de leviers différents quand on a de l'adéquation avec la marque ou pas. Et en fait le magasin est soit un trait d'union, soit un départ d'expérience aussi pour embarquer des gens dans l'univers digital et il faut créer des ponts entre les mondes. Et pour moi c'est ça aujourd'hui principal irritant. Créer des ponts entre le on et le off. Alors on va rentrer dans le concret et évoquer vos différentes solutions. Et on va peut-être commencer par ce qui se passe en amont de la visite en point de vente. Franck, comment aujourd'hui chez Pinterest vous apprenez cette question concrètement de la préparation de la visite? On se fait ces fameux murs, on punaise ses idées, ses envies? Oui, alors c'est un peu le sweet spot de Pinterest, hein. C'est un peu l'usage principal en amont d'un acte d'achat, donc dans toute la partie inspiration, considération. Et j'ai un chiffre qui va illustrer un peu l'usage de Pinterest. 97% des recherches faites sur Pinterest ne contiennent pas de nom de marque, donc sont non brandées, quasiment l'intégralité. Ça illustre bien le propos, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui d'idée précise. Il y a d'autres outils qui sont là et très puissants qui permettent d'acheter quand on sait ce qu'on veut acheter. Pinterest, c'est vraiment un travail qui se fait dans le funnel de la partie notoriété en passant par la considération et l'acte d'achat. Donc quand on connaît le mot-clé, on va sur une interface qui commence par un G, et quand on ne connaît pas, on va sur celle qui commence par un P. Et quand on cherche à découvrir, je vous dis, c'est 2 ou 3 mots-clés non brandés. Donc c'est la recherche principale. Donc ça, c'est un bel indicateur. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner les marques de manière créative pour pouvoir effectivement convaincre leur audience de... Et on peut dire qu'il y a 20 millions de Français chaque mois, ceux qui vont sur Pinterest, qui cherchent des idées exactement. De shopping. Des idées, il y en a de différentes natures, hein. Ça peut être des projets du quotidien, comme élaborer une recette de cuisine. Ça peut être chercher une tenue vestimentaire. Ça peut être des projets saisonniers aussi. C'est préparer Noël. Ça peut être préparer des grands moments de vie, un mariage, l'arrivée d'un enfant, comment le nourrir, comment le vêtir. Bref, chacun voit effectivement l'usage de Pinterest en fonction de son besoin, son projet du moment. Et puis évidemment, sur la partie inspiration, c'est une période qui est plus ou moins longue en fonction du projet. Et aujourd'hui, il y a des Français qui rentrent dans des magasins avec leur application Pinterest en disant « je veux ça ». Il y a des Français qui rentrent dans les magasins puisque Pinterest permet de pouvoir, à travers les épingles, créer des tableaux d'inspiration thématique. Encore une fois, Pinterest, c'est pas un réseau social. On vient pas là pour connecter avec ses amis. On vient pour des raisons de productivité personnelle. Donc ces tableaux sont personnels, mais on peut très bien aller en magasin en disant voilà, j'ai une recherche à faire sur la décoration de mon appartement. Voilà ce que j'ai trouvé comme produit. Est-ce que vous avez l'équivalent dans votre magasin? J'ai vu que vous proposez ce produit sur Pinterest dans votre magasin. Ça m'intéresse. Je ne peux pas l'acheter en ligne. Je veux venir chez vous. Proposez-moi le meilleur produit qui convient. Donc, c'est un des usages effectivement importants chez Pinterest. Alors, on voit Pinterest, donc un moteur pour découvrir des produits, des envies. Dernier point aussi, c'est important de le souligner, c'est qu'on a un impact dans les magasins. Je vais donner un exemple d'un cas client qu'on a réalisé avec Danone et Danette Végétale. On a créé une campagne pour cibler les flexitariens, donc une campagne créative basée aussi sur le SEO. Et la conclusion, c'est que Pinterest a réussi à générer un lift de 17% de ventes dans les magasins. Donc, c'est une étude qui est faite par un partenaire tiers, SalesLift par LiveRamp. Mais ça montre bien que l'inspiration, l'ambition, c'est d'avoir un impact fort sur l'acte d'achat. Et là, en l'occurrence, on a vu l'acte d'achat en magasin avec un lift très important. 17%. Arthur, pour générer des visites en point de vente, il y a aussi, donc, on l'a compris, le messaging avec le SMS conversationnel et le RCS. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a un certain nombre d'études qui expliquent que 3 consommateurs sur 4 font des recherches sur des produits avant de se rendre en magasin. Et ça peut être totalement fait justement en utilisant le SMS pour un certain nombre de requêtes. On a envie de rentrer en contact avec la marque. Ça peut être pour comprendre un petit peu les fonctionnalités, avoir plus d'infos sur les fonctionnalités d'un produit, tout simplement sur savoir s'il reste du stock avant de se déplacer en magasin sur une référence précise. Ça marche évidemment dans les deux sens, puisque lorsque je suis marque, je peux essayer de faire du drive to store en envoyant un certain nombre de campagnes, notamment sur RCS. RCS a le mérite d'être beaucoup plus visuel que la traditionnelle technologie SMS, 100% texte, limité à 160 caractères. C'est la possibilité, notamment, on a
voilà, et on a eu un certain nombre de campagnes, notamment de grandes enseignes alimentaires qui allaient faire la promotion de leurs produits. On avait la possibilité, voilà, c'est la possibilité de mettre en place des boutons click to action, de rediriger aussi vers le site de la marque. En tout cas, c'est quelque chose de très visuel pour ceux qui ne connaissent pas RCS. Voilà. Là, ça peut potentiellement remplacer des prospectus. Hein. On est rentré dans l'ère un peu de WePub là, depuis quelques semaines. Exactement, totalement. On peut utiliser un RCS par exemple pour digitaliser un prospectus. Totalement, des catalogues dématérialisés sous RCS pour justement quelque chose de très visuel, avoir la photo des différents produits. Enfin, c'est totalement des choses qui peuvent être envisagées. L'avantage de RCS, c'est aussi son taux d'ouverture. En général, en moyenne, ça a des taux d'ouverture 4 à... Lorsqu'on envoie un message sous RCS, ça a des taux d'ouverture en moyenne 4 à 5 fois plus élevés qu'un SMS classique dans lequel qu'un courrier électronique, un vous voulez URL dire. de redirection. 4 à 5 fois supérieur qu'un courrier électronique et on est sur 70-80% je crois de taux d'ouverture sur le RCS. Ça, exactement. Et puis même le SMS, peut-être que pour certains c'est un canal du passé, mais on rappelle qu'il connaît aujourd'hui des taux de croissance à 2 chiffres, hein, donc ça reste un canal extrêmement dynamique et vraiment apprécié par les marques. Hein. Exactement, c'est un canal extrêmement dynamique. Pour vous donner un chiffre, on travaille en moyenne, on achemine le trafic de 250 000 marques en moyenne par an. Vers les abonnés Orange. Donc non, au contraire, c'est un canal qui est totalement en croissance, des croissances à 2 chiffres et qui s'est accéléré notamment depuis la pandémie, puisque le SMS, il a le mérite finalement d'avoir un reach de 100%. C'est une technologie, c'est très inclusif. Aujourd'hui, tout le monde connaît et utilise la technologie SMS. Ça va de l'adolescent aux grands-parents. Donc ça a le mérite pour les marques de toucher. Un canal sur lequel on peut s'appuyer. Nicolas, on le disait, on est rentré dans l'ère du WePub, hein, qui pourrait évidemment accélérer la transition vers le catalogue digital. C'est aussi des sujets que vous adressez dans votre groupe. Oui, tout à fait. En fait, je vais vous partager, pour illustrer ça, 2 innovations qu'on a lancées chez Aiko. La première, elle s'effectue au travers d'une start-up qui s'appelle Aiko Couponai. Et justement, en fait, cette start-up a été créée parce que, on le voit, le digital et le mobile en particulier, c'est un outil formidable pour préparer justement ces courses et obtenir la fameuse information dont on parlait tout à l'heure avant d'y aller. Et du coup, le principe de cette start-up, c'est qu'elle a mis au point une plateforme SaaS qui permet à la fois de collecter de la data first party et aussi de l'activer de manière à proposer des opérations de smart couponing. Donc en fait, des opérations de couponing intelligents qui permettent de proposer aux consommateurs des coupons adaptés à leurs besoins et aussi évidemment aux marques de gérer en fonction des consommateurs la générosité et de gérer aussi en fonction des habitudes des consommateurs les canaux les plus efficaces pour les contacter chacun comme une individualité. Et l'idée in fine, évidemment, c'est d'optimiser le ROI de ces campagnes, sachant que c'est un outil extrêmement puissant. L'idée maintenant, c'est de le rendre plus précis et au travers de cette innovation, on y arrive et on avance là-dessus. Donc on a des premières opérations qui ont été lancées avec des résultats qui sont assez excellents, même si les échantillons étaient petits. Mais déjà, ça, c'est une première source de résultats qui est assez intéressante sur la manière, grâce au mobile, d'amener les gens en magasin de manière plus efficace. Autre initiative que j'aimerais vous partager aussi, c'est une initiative menée toujours par Aiko, mais par son Startup Studio. On a la chance d'avoir un Startup Studio qui travaille notamment sur toutes les problématiques de Web3. Et en ce moment, ces équipes sont en train de travailler avec la plupart des retailers pour mettre au point de nouvelles mécaniques promotionnelles qui sont basées notamment sur des technologies nouvelles que sont les NFT. Donc, on en reparlera à la fin de la partie Web3 et réalité augmentée virtuelle, mais en tout cas, il y a pas mal d'initiatives effectivement au sein de votre groupe. Frédéric, également un mot sur l'avant, l'amont, parce que votre application s'est aussi ouverte à cette promotion pour générer du trafic en point de vente. Hein. Effectivement, puisque d'abord l'application LivePay ou les wallets en général sont un contenant dans lequel on va mettre ses cartes de fidélité, ses cartes de paiement. Mais on va aussi y mettre des contenus comme des bons de réduction, des BR dans le jargon, ou tout autre élément promotionnel. Donc aujourd'hui, l'intérêt d'un wallet, c'est aussi que par rapport aux émetteurs de coupons ou de campagnes, il y a une quantité de données personnelles, de données surtout sociodémographiques et comportementales, qui permet de faire des campagnes extrêmement ciblées et donc extrêmement performantes. Et donc, à titre d'exemple, alors d'abord pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application LivePay, je ne peux que vous inviter à le faire. Comme ça, vous verrez que sur la homepage, donc sur le premier écran de l'application, vous allez avoir pas forcément la même publicité que moi, puisqu'elles sont ciblées. Et donc, vous verrez que c'est des LRT, par exemple, au Monoprix.
qui font des campagnes d'acquisition au travers de cette application. Et donc ça, c'est des bons qu'on va dépenser dans un point de vente. Alors exactement, donc l'intérêt c'est que bon, il y a une question de configuration, mais on peut tout à fait faire ce qu'on appelle du drive to store, Jérôme, c'est-à-dire emmener le client en magasin parce qu'on va lui proposer une promotion qui n'est utilisable qu'en magasin. On a fait des promotions comme ça sur les périodes de Noël et de la fête des mères avec Marionneau l'année dernière, enfin fête des mères cette année et Noël l'année dernière, et on a eu d'extrêmement bons résultats. Et ce qui justifie d'ailleurs qu'on continue ces campagnes. C'est aussi une alternative au prospectus papier pour les zones qui expérimentent WePub. D'ailleurs, on peut diffuser naturellement des campagnes d'acquisition dans le cadre du plan d'action commerciale, mais on peut aussi diffuser des coupons. Donc c'est l'intégration de toutes les solutions qui ont été évoquées pour proposer à l'utilisateur final quelque chose d'extrêmement fluide. Hugo, alors le Drive to Store, c'est pas forcément votre cœur de métier, mais par contre, vous pouvez accompagner évidemment des marques dans la dématérialisation de leur catalogue. Tout à fait. Alors, dématérialisation du catalogue complètement. On va aussi, évidemment, on va avoir cet enjeu de l'intégration. Je parlais justement de la réconciliation des mondes. On va avoir ce besoin de forcément arriver à avoir les gestions de stock qu'on va afficher sur les apps, sur les sites e-commerce qu'on va concevoir. Évidemment, les enjeux store locator, mais aussi ça va bien plus loin. Dans cette réconciliation, on a travaillé par exemple avec Printemps sur le Virtual Store qu'on a conçu et développé. Cette projection-là qu'on a à faire, d'essayer de s'immerger dans un univers qu'ensuite on va redécouvrir en magasin, ça va être un premier sujet. On a travaillé également avec Boulanger par exemple sur des enjeux justement de physique, encore une fois avec l'application mobile. On sait, peut-être ça vous est arrivé quand vous achetez une télé, on ne sait pas vraiment quelle taille on va mettre de télé, on n'est pas forcément d'accord avec sa partenaire qu'on va mettre chez soi. Donc, par exemple, on avait développé un asset 3D qui permet de projeter une télé chez soi avant d'aller en magasin et de sélectionner la bonne ou après être allé en magasin. Pareil, encore une fois, avec Printemps, on a travaillé pour eux avec Tommy Hilfiger, justement. On évoquera tout ce qui est réalité virtuelle à la fin, mais en tout cas, ouais. la question de l'application du retailer, évidemment, c'est un endroit où on peut préparer sa visite en point de vente. Complètement. Et d'augmenter son fonctionnel. Très bien, alors on va rentrer dans le cœur du sujet, parce qu'on est là pour parler avant tout de l'expérience in-store. Franck, c'est quoi le lien entre un Pinterest, par exemple, et donc ce qu'on vit vraiment dans le point de vente ? Est-ce que ça permet, on le disait tout à l'heure, d'aller plus vite à son acte d'achat, de passer moins de temps dans un point de vente ? En fait, chez Pinterest, toute l'innovation qu'on mène autour du shopping a pour ambition de faciliter le passage de l'inspiration à l'action. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs online ou en magasin ? Deux exemples à vous citer. Un premier exemple on en a parlé juste avant, la partie digitalisation de catalogue. C'est clé chez nous. On a la possibilité chez Pinterest de pouvoir créer tous vos produits en épingle, les mettre sur Pinterest et en fonction des recherches des uns et des autres, tomber sur ce produit, trouver le bon produit. Et grâce à l'API Shopping, on peut donner des infos sur la dispo du produit, sur le prix. Donc, c'est des choses qui sont quand même très utiles et qui permettent de gagner du temps. Deuxième exemple, qui s'est fait avec Carrefour autour de la foire au vin. On a créé un nouveau format qui s'appelle l'extension d'épingle. Et à travers un quiz, on a permis aux utilisateurs de la plateforme de pouvoir leur donner des guides sur les vins qui correspondent à leurs intérêts, à leurs moments, à leur goût, de manière à préparer à la fois en ligne les achats au magasin ou carrément sur le site macaf.carrefour.com. Donc donner effectivement, avec un côté assez ludique, un côté de gamification, pour leur donner effectivement les meilleurs produits qui les concernent. Après, libre à eux de les acheter soit en ligne sur l'application ou d'aller en magasin, mais on leur a donné déjà quelques conseils avisés. Et ça, je pense que c'est des choses qui marchent très bien sur l'application Pinterest. Très bien. Arthur, l'expérience en point de vente, vous parlez du conversationnel, on va pouvoir dialoguer dans le point de vente aussi en SMS conversationnel ou en RCS ? Ouais, totalement, c'est l'idée. Alors, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais c'est la possibilité justement à l'entrée d'un magasin de mettre à disposition un numéro indicible sur lequel on va envoyer un SMS, sur lequel l'utilisateur va déclencher la conversation, justement pour être orienté, guidé en... Alors ça, c'est avant de rentrer, par exemple pour savoir si le produit est en stock ou si le magasin est ouvert, mais dans le magasin, on peut aussi s'en servir également. Alors il y a notamment, je peux citer une campagne qui avait été faite, alors cette fois-ci en RCS, c'était pour une grande enseigne commerciale, où c'était en quelque sorte un assistant virtuel, un assistant de shopper, si on peut dire, sur lequel on rentrait en magasin. Par exemple, on s'est tous retrouvés dans la situation où on a un cadeau à faire à un proche et on est un peu perdu, on connaît ses centres d'intérêt, ses usages, etc.
voilà, par le biais d'un questionnaire sur RCS, directement depuis l'application en native de messagerie sous Android, on peut justement être amené à se faire orienter, à dire bah voilà, je cherche tel produit, tel centre d'intérêt, et puis on peut se laisser guider comme ça. Il y avait une campagne où on se laissait guider justement dans le magasin pour aller trouver le Donc produit. un véritable assistant virtuel Exactement. en point de vente qui va, on imagine, aider les personnes qui travaillent dans le point de vente. Exactement. Et je cite un dernier exemple. Notamment dans une grande enseigne de bricolage, chez Leroy Merlin, pour ne pas les citer. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle les kiosques. En effet, il y a de moins en moins de vendeurs en physique dans le magasin. Et puis, c'est notamment la mise à disposition de tablettes où le client est totalement autonome. Lorsque voilà, un de ses produits qu'il recherchait n'est pas disponible, il a la possibilité de le recommander notamment ou de le faire livrer chez lui. On pourrait totalement l'imaginer justement via la solution SMS conversationnelle, le faire par SMS. Nicolas, chez Aiko, comment vous réfléchissez à cette question de réinventer l'expérience client en point de vente? Dans le magasin, il se passe déjà plein de choses, pardon, et il va s'en passer encore plus. Pour essayer d'être concis, j'aurai 2 chiffres à vous donner et 2 exemples pour illustrer. Le premier, il est tout bête. Aujourd'hui, on a un Français sur 2 qui dit faire ses courses avec le smartphone à la main. Donc déjà, ça a changé un petit peu les choses sur notre manière d'appréhender le magasin avec le téléphone. Et le deuxième, un petit peu plus marrant, mais je ne sais pas vous, mais en tout cas moi personnellement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, quand je payais avec mon téléphone ou avec ma montre, j'avais des commerçants qui me regardaient pas toujours normalement au premier regard. C'est des choses qui ont complètement évolué. Aujourd'hui, en France, on est 9 millions à payer avec notre mobile. Et c'est que le début. Donc il y a vraiment 2 paradigmes qui ont changé. La manière de faire les courses avec le téléphone et ensuite la manière de payer sans friction avec le téléphone. Et ça, c'est clé. Il y a eu un effet Covid sur le sans contact et le paiement mobile? Oui, clairement. Il y a eu clairement un effet Covid et sur le sans contact et évidemment sur le QR code. Et sur le paiement mobile, je crois que le taux de croissance annuel est de 250%, un chiffre Banque de France de cet été. Donc évidemment, ça va vite se voir dans nos statistiques. Ça va continuer d'augmenter, en effet, c'est que le début. Et après, les deux exemples dont je peux vous parler sur l'expérience en magasin avec le mobile. Le premier, c'est tout ce qui est carte de fidélité. Ça y est, le wallet est là. Du coup, les cartes de fidélité sont désormais, pour la plupart, dématérialisées dans le wallet. Nous, c'est des demandes qu'on a au sein du groupe Aiko qui sont de plus en plus importantes au travers de notre filiale iConnexion qui a une solution autour du wallet. Et le deuxième exemple dont je voudrais vous parler, qui lui aussi a un impact fort sur l'expérience en magasin, c'est un exemple que je connais bien, d'où la confusion du départ, puisque en fait j'ai créé la start-up au sein du groupe Aiko qui a créé cette solution. Cette start-up s'appelle Aiko Nifty et on a créé le coupon de réduction mobile universel. Donc le coupon de réduction qu'on connaît tous, qu'on a tous donné en caisse en papier, sa version mobile n'existait pas. Et comment ça marche? En fait, c'est tout simple. Le coupon, désormais, vous allez pouvoir le charger en un flash de QR code, quel que soit le support, quelle que soit la PLV, qu'il s'agisse d'un stop rayon, d'une affiche, quoi que ce soit. Vous imprimez un QR code dessus, vous le flashez et vous avez le coupon sur le mobile automatiquement. Et l'autre manière d'acquérir ce coupon, c'est tous les moyens de diffusion digitaux qui n'étaient pas accessibles pour le couponing jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? Vous allez recevoir un SMS, vous allez cliquer dessus, vous allez avoir le coupon sur le mobile. La même chose sur un email, la même chose sur une bannière web et encore la même chose sur une publication sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que votre coupon, désormais, vous l'avez en un flash ou en un clic, vous le stockez sur le téléphone, vous le présentez en caisse et vous n'avez plus que ça à faire pour passer en caisse et bénéficier de votre remise. Donc ça aussi, ça change complètement l'expérience au magasin. Alors Frédéric, on va parler justement de l'expérience, la caisse et le paiement. C'était, on l'a dit, un des principaux irritants. L'approche de Live, ça a été peut-être même de faire disparaître ce passage en caisse, hein. On a commencé par tout faire pour l'améliorer. C'est-à-dire que tout ce que décrit Nicolas, effectivement, les coupons peuvent être logés dans un wallet, ainsi que les cartes de fidélité et que les cartes de paiement. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec l'AFP, c'est que quand j'arrive en caisse, je présente mon QR code et je range mon téléphone. Parce que le QR code va présenter ma carte de fidélité, va éventuellement présenter mes coupons, les bornés, enfin les bornés. Ensuite, va utiliser les moyens de paiement que j'ai enregistrés dans mon wallet pour payer et naturellement, va dématérialiser mon ticket de caisse. D'accord, donc on dématérialise tout le papier, tout le plastique. C'est la première étape. On dématérialise tout le processus de passage en caisse et donc on améliore substantiellement le passage en caisse. Mais alors,
à partir du moment où on a totalement dématérialisé le passage en caisse, alors on peut proposer des parcours alternatifs. C'est-à-dire proposer des parcours où le passage en caisse n'est plus obligatoire. Alors, on a une application qui s'appelle l'application Scan & Go, qui est intégrée à l'application LivePay, qui commence à avoir pas mal de traction, qui permet aux clients de rentrer dans un magasin, de prendre un produit sur étagère, comme le disait, je ne sais plus qui le disait, mais qu'un client sur deux, de toute façon, a son téléphone dans la main, il scanne le code barre du produit. Il peut éventuellement prendre un deuxième produit, scanner le code barre, ce qui lui permet de constituer un panier sur son mobile. Et puis, en un clic, avec son wallet LivePay, il paye en bénéficiant de la fidélité, etc., etc. Et il quitte le magasin. Ça existe dans la distribution alimentaire. Live travaille pour Carrefour, mais Casino le fait avec Casino Max. Au passage, LivePay est le fournisseur de Casino Max sur la brique de paiement. Donc, on travaille aussi en marque blanche, mais ça existe dans des réseaux comme Brico Dépôt, par exemple, comme Total. C'est-à-dire qu'on peut payer en fait directement dans les rayons, hein, c'est ça? On paye dans le rayon, effectivement. Et donc, on a une sortie de magasin qui n'est pas la caisse, qui est alors la sortie chez Casino, par exemple. Il faut présenter le petit code barre à la barrière pour qu'elle s'ouvre. Chez Total, il faut présenter son écran au caissier ou à la grande épicerie. Il faut se présenter au personnel de sécurité, mais on ne passe pas en caisse. On a vu aux États-Unis Amazon, par exemple, réfléchir à des magasins où le paiement disparaît, une expérience qui ressemble un petit peu à ce que peut faire Uber dans les taxis. Est-ce qu'il faut faire disparaître le paiement en point de vente? Ça paraît, d'abord, en termes de parcours client, ça paraît très fluide. Il ne faut pas oublier que c'est un investissement significatif Amazon Go, puisque c'est un dispositif qui s'appuie sur des caméras et l'intelligence artificielle. Donc on est loin de la simple application LivePay. Ça marche pour les toutes petites surfaces, si j'ai bien compris. Oui, je pense qu'il y a encore un axe de maturation de ce dispositif. En ce qui nous concerne, de toute façon, on ne va pas prôner la disparition du paiement parce qu'il s'avère que c'est la ponctuation de la relation commerciale, que c'est le paiement d'un bien ou d'un service et que ça n'a pas vocation à disparaître. On essaie simplement de le rendre moins irritant, moins douloureux et surtout de le transformer dans un dispositif qui, et pour l'enseigne ou le magasin et pour le consommateur, va avoir une valeur ajoutée, que ce soit en termes de perception ou même de potentiel d'animation commerciale. Très bien. Hugo, on va parler aussi d'un autre moment qui peut être irritant, c'est quand on attend que quelqu'un vienne s'occuper de vous. Et je crois que vous avez fait des mini-apps. Oui, complètement. Pour Lacoste. Pour Lacoste, on a conçu et développé l'Applip et l'Instata pour son pendant pour Android. Donc des mini-apps, on explique bien ce que c'est. Donc voilà, une mini-app, en fait, c'est une app qu'on n'a pas besoin de télécharger. Hein. C'est quelque chose qui a un toaster qu'on active, qui fait 10 mégaoctets, en tout cas pour Apple, qui est une... Donc son nom, c'est l'Applip. On passe pas par l'App Store, on passe pas par le Play Store, c'est directement téléchargé. Soit en tapant voilà, c'est ça. Soit en tapant un RFID, soit en scannant un QR code, on peut avoir l'Applip qui s'étend sans téléchargement de l'application, encore une fois. Donc c'est exactement, c'est tout à fait, le rôle l'objectif d'Apple avec ça, c'est évidemment concurrencer les logiques web, plutôt porter côté Android, et pour continuer à porter sa logique d'application. Et en fait, ça permet pendant 8 heures de rester en contact avec l'utilisateur. Donc on l'a développé, vous pouvez l'utiliser et tester ce service au Lacoste Arena qui est sur les champs. On a fait avec eux. L'intérêt en fait de cette Applip et sa fonctionnalité déjà, c'est de pouvoir scanner ou taper une chaussure près du footwear et de se faire du coup déposer les chaussures dans la pointure qu'on veut, essayer, donc un ou plusieurs modèles, on sait que parfois on est toujours entre deux pointures, et vivre l'expérience comme on attend en fait finalement, donc on parlait de Uber ou de Deliveroo par exemple, on attend justement que le vendeur puisse ramener la chaussure, et ici on passe dans une relation qui n'est pas juste que je pourrais essayer celle-ci en 42, mais plutôt pouvoir commencer à augmenter un peu et donner plus de valeur au conseil du vendeur. Donc ça c'est un premier point, et puis aussi c'est pour continuer justement après sur la feed, parce que cette appli, elle reste sur votre dashboard pendant 8 heures. Vous pouvez recevoir des notifications de la marque pendant ce même temps. Ça permet de construire une relation. On peut aussi embarquer le paiement. Donc le paiement, pour le moment, sur Lacoste, ça se fait en caisse, mais on pourrait l'imaginer justement sur du paiement partout dans le magasin, et puis l'étendre avec LivePay, pourquoi pas. Comme on a pu le faire ensemble, voilà, parce qu'on a pu le faire en effet sur Casino Max. Ensemble entre User Agents et LivePay. Pareil aussi, je voulais donner un autre exemple, c'est que pour Boulanger, on a pu travailler, on parlait de l'amont tout à l'heure, on parlait de logique conversationnelle.
nous, aujourd'hui, ce qu'on a pu développer avec eux à l'époque, c'était justement cette création de discussion avec un vendeur, un vrai vendeur, pas un bot, un vrai vendeur dans notre magasin préféré, puis ensuite de continuer la vente une fois arrivé dans le magasin. Ça, c'est aussi une vraie logique C'est de le réunion. magasin le commerçant avec qui on chattait qui nous accueille. Tout à fait, qui vous accueille D'accord. dans le stand, vous accueille et justement qui permet d'étendre cet échange pour pouvoir renforcer la vente. Une question naïve, en quoi une mini-app ou une application est supérieure à un écran tactile qu'on trouve déjà dans pas mal de points de vente? Bah, en fait, nous, on a fait aussi du dispositif en magasin avec des écrans. Il s'avère qu'il y a plusieurs choses qui se passent. La première, c'est comme vous le savez et comme on le voit sur les cartes de chaleur, notamment avec des partenaires type Content Square, on voit que les utilisateurs vraiment balayent les pubs et ne les voient pas. Ils mettent un masque sur les pages et on le fait nous-mêmes. Toutes les pubs sont évincées. C'est exactement la même chose en magasin. C'est-à-dire que beaucoup de fois, un écran peut être vu comme de la pub et donc on va s'intéresser à notre produit, on va le masquer. Est-ce qu'il y a un effet Covid aussi? On n'a pas envie de toucher un écran tactile en libre Alors, service? oui, il y a ça, mais c'est vrai que en fait, tout simplement, le premier réflexe qu'on a, et c'est une statistique qui a été donnée, c'est que le premier écran qu'on va utiliser, c'est le mobile. C'est lui le plus gros C'est écran notre aujourd'hui. C'est notre écran et c'est celui qu'on va utiliser. Donc, on va avoir plutôt tendance, et il faut surtout pas concurrencer vraiment le premier écran qu'on a dans la poche, parce que c'est lui qui gagnera la plupart du temps. Donc, il faut toujours se poser la question si en effet le mobile ne peut pas répondre aux problématiques. Et sinon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut réfléchir comme dispositif mais qui ne passe pas en effet pour de la pub ou des problématiques de maintenance Et technique. donc la parce qu'on sait que solution, un c'est sujet. des mini-apps, un peu ce compromis, ce meilleur des deux mondes entre Parfait web pour et embarquer application. l'utilisateur, en On effet. va en reparler, je crois, jeudi avec User Agent. Un mot, parce que vous m'avez quand même pas mal parlé de la caméra du smartphone, Franck. On sent qu'il se passe quelque chose. On a une décennie qui était vraiment dominée par les écrans tactiles. Là, le gros sujet pour qu'on soit online ou offline, c'est d'exploiter cette caméra du smartphone. On a tous une caméra dans la poche et c'est formidable, ça va réinventer la relation client. Évidemment, et on est très concerné chez Pinterest. On a un produit qui s'appelle Pinterest Lens qui permet de prendre n'importe quelle photo d'un objet autour de soi et de voir si ce produit existe sur Pinterest, soit le même produit, soit un produit similaire. On peut le faire évidemment chez soi, en magasin, chez des amis, c'est très utile. Et ça rentre Vous pouvez faire le test avec les chaussures de Nicolas ou pas? Par exemple, je ferai tout à l'heure en sortant, mais voilà, n'importe quel objet, n'importe quel produit. Ça, c'est intéressant. On va un cran plus loin. On a lancé il y a maintenant quelques mois. Ça, c'est de la recherche par similarité, hein, c'est ça? C'est pas Exactement. encore de la réalité augmentée, mais c'est un Alors, peu une première étape. Alors, la deuxième étape, c'est ça, réalité augmentée. C'est ce qu'on fait avec Tryon pour home décor, donc pour la décoration. Le contexte, c'est quoi? On se met chez soi dans son appartement. On a accès au catalogue de n'importe quel marchand. On peut positionner une chaise, une table, un canapé chez soi et de voir effectivement quelle est la situation avec ce canapé. Donc ça, c'est vraiment de la réalité augmentée. Ça vient de se lancer aux États-Unis, c'est pas encore présent en France. On a déjà fait des tests aussi sur d'autres usages comme Tryon donc pour la partie maquillage, pouvoir tester effectivement du rouge à lèvres sur soi directement avec son téléphone et sa caméra, ou du make-up. Donc ça se fait déjà aux États-Unis. On pense qu'il y a un boulevard aussi pour la partie décoration maison, où là, effectivement, se projeter chez soi dans son environnement. Vous avez la conviction que ça va vraiment se démocratiser, ça va être des usages de masse? Il y a un côté ludique, il y a un côté utile. Donc on pense effectivement, les premières tractions qu'on voit sur le marché US sont très positives. Et déjà, ce qu'on a fait sur la partie beauté, ça marche très bien. Donc c'est D'accord. un usage de la caméra qui va se développer, j'en suis convaincu. Alors Arthur, je ne sais pas s'il y a de la réalité augmentée dans le RCS, mais par contre, il y a des images, il y a des vidéos. On va de plus en plus aussi utiliser cet échange de photos et de vidéos dans nos échanges avec nos proches et puis évidemment avec les marques. Oui, tout à fait. Alors, il y a de la réalité augmentée. En tout cas, il y a l'usage de la caméra. Je pense notamment à une campagne. C'est vrai que j'aime bien donner des exemples. C'est peut-être plus parlant. Une campagne qui avait été faite avec une grande enseigne d'optique. Pour pas encore une fois pas les citer. Et donc ce qui s'était passé en fait, c'était de mémoire au moment des fêtes, ils envoyaient une campagne RCS où on avait la possibilité d'interagir avec la marque et de se prendre en photo justement pour tester un certain nombre de nouvelles paires de lunettes pour justement avant de se rendre en boutique, on pouvait déjà voir avant d'aller les essayer réellement, voir un petit peu ce que ça rend. On se prenait en photo avec les différentes lunettes et puis on pouvait choisir les différentes paires. C'est vrai que c'était une campagne qui avait très très bien marché. Avec un fort taux d'ouverture et surtout un bon taux d'engagement. On peut imaginer ce type de parcours client au sein des applications de messaging. Totalement, c'est totalement imaginable sous RCS, tout à fait. Et donc ça serait un peu aussi une alternative au mini-app, un nouvel environnement, une super app au-delà du web et des applications natives. Totalement, directement depuis l'application de messagerie en native. Nicolas, vous m'aviez déjà parlé une ou deux fois de réalité augmentée et réalité virtuelle, je vous ai coupé, donc là c'est l'occasion de développer ce que vous me disiez. Alors oui, sur la j'y arrive plus. La réalité augmentée. La réalité augmentée, merci. Et sur l'utilisation de la caméra, c'est mieux. En fait, nous, ce qu'on voit, en fait, j'ai deux choses à vous partager. Ce qu'on voit de plus en plus, et notamment au travers de nos filiales qui sont très ancrées dans la promotion, je pense à Ecodata, des marques qui demandent justement d'ajouter la courge de divertissement dont on parlait tout à l'heure
avec de la réalité augmentée. Avoir un volet, alors pour l'instant c'est un volet qui est un petit peu autonome, mais les choses vont évoluer progressivement, mais en tout cas la tendance est là, c'est-à-dire que même quand on fait de la promo, il faut du divertissement et la réalité augmentée nourrit ça et va le nourrir de plus en plus. Ça en tout cas c'est une tendance qu'on observe sur ces sujets-là, sur les sujets promo. Et puisqu'on parle à proprement parler de la caméra, autre chose qui n'a rien à voir avec Aiko, mais que je vous partage aussi, c'est des initiatives et notamment de start-up qui utilisent la réalité augmentée pour accompagner encore une fois le choix en magasin. J'ai vu il n'y a pas longtemps une start-up, alors je fais comme toi pour ne pas la citer, elle s'appelle Graffiti. Et en fait le principe c'est que vous prenez votre téléphone qui fonctionne un petit peu comme un filtre, vous passez dans les rayons et si vous êtes sur le rayon céréales, en fait le filtre va reconnaître tous les produits et vous allez sélectionner le filtre que vous voulez et au simple passage, vous allez pouvoir identifier... On a vu une démonstration Google, je crois, au printemps où ils prenaient dans un magasin tous les produits et on choisissait le chocolat avec telle ou telle caractéristique. En fait, tu choisis effectivement ta caractéristique, par exemple le Nutri-Score, et au simple passage, tu vois produit par produit quel est le Nutri-Score. Et on connaît tous évidemment aussi l'application Yuka, avec qui vous travaillez peut-être pas, mais qui permet aussi de faire ce genre de choses. Frédéric, la caméra du smartphone, c'est aussi indispensable dans le paiement parce que finalement, c'est la porte d'entrée vers le QR code et c'est la technologie sur laquelle vous travaillez le plus. Oui, alors d'abord, juste pour rebondir sur ce que disait Nicolas, nous, on a constaté aussi que la caméra du smartphone est utilisée dans le quotidien du scan and go. D'abord pour accéder au prix du produit, parfois, simplement. Je scanne le code barre, j'ai le prix du produit, mais j'ai aussi la fiche produit, alors le Nutri-Score ou les qualités nutritionnelles dans l'alimentaire, la fiche produit dans le bricolage. Et donc, j'ai une petite anecdote que je t'ai racontée, Jérôme. On a eu une explosion de scans qui ne débouchaient pas sur des paiements dans un des magasins Brico Dépôt, puisqu'on équipe tout le réseau Brico Dépôt de la solution Scan & Go. On a tout de suite pensé à de la fraude, c'est-à-dire des gens qui scannaient, puis en fait qui ne payaient pas, qui sortaient les produits, etc. Donc, on s'est très rapidement concentré sur le sujet. Il s'avère qu'en fait, c'était tout le personnel de magasin qui utilisait l'application LivePay parce que c'était le meilleur moyen pour eux d'accéder aux informations produits en scannant le code barre. Du coup, tu vois, il y a comme toujours une adoption, la fin. D'accord, en tout cas, il y a un vrai effet aujourd'hui de démocratisation du QR code pour le paiement, mais pas que. Alors, ça va changer pour l'accès aux informations produits, et globalement pour l'accès au nouveau parcours, puisque pour accéder à un coupon, on peut scanner un QR code. Pour accéder à une addition dans un restaurant, on va scanner un QR code. Pour commencer un parcours de scan and go dans un magasin, on va scanner un QR code. Ça devient donc le geste de masse. Voilà, c'est le scan. J'accélère un peu, je suis désolé, Jack, il est déjà 50. Hugo, un mot sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez beaucoup chez User Agent. Et puis je vous demanderai à tous un mot de conclusion juste après. Oui, complètement. Donc on le travaille. Donc toute l'extension d'informations produits, c'est un sujet évidemment sur lequel on va travailler. C'est hyper intéressant ce que dit Frédéric sur la côté vendeur, parce qu'en effet, quand on fait des applications, consommateur et qu'on build from scratch. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir le login aussi qui permet d'avoir finalement l'écran, l'interface côté vendeur. Et là, on va avoir en effet ce rôle de la caméra et bien d'autres choses pour récupérer une wishlist utilisateur, pour récupérer un programme de feed, des envies, des besoins. Bref, en tout cas, il va y avoir des interactions dans un sens comme dans l'autre. Et puis après, on a aussi travaillé avec ex-Voyage SNCF, maintenant SNCF Connect, sur justement de la réalité augmentée pour du guidage en gare. Donc c'était vraiment un POC pour essayer de tester comment on pouvait arriver sans connexion totale depuis un arrêt de métro à retrouver un quai pour un départ de train, tout en réalité augmentée. Donc ça, c'est pareil, c'est des solutions en effet qu'on développe pour permettre d'aller chercher, de faire de la R&D pour accompagner les utilisateurs avec différentes marques. Ça sera une vraie tendance de fond, tout ça, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est pas du gadget? Non, je pense pas que ce soit du gadget, parce qu'en effet, on parle de contenu, c'est un vrai sujet sur l'expérience produit. On vient voir un produit et on a plein de contenu sur plein de plateformes avant de venir en magasin. Et quand on arrive en magasin, évidemment, le merch ne permet pas d'avoir tout ce contenu qu'on a. Et donc aujourd'hui, ça permet d'étendre et d'enrichir l'augmentation du produit. Numérique. À tous les 5, rapidement un mot de conclusion parce qu'on est un petit peu en retard. Franck, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je crois qu'il y a un mot pour résumer un peu notre propos, c'est omnicanal, clairement. L'omnicanalité, c'est dans le cœur de nos échanges. Donc je pense qu'aujourd'hui, les retailers n'ont pas le choix d'être à la fois bons online et à la fois bons en magasin. Et une plateforme digitale comme Pinterest peut évidemment les aider à générer un trafic qualifié en point de vente. Exactement. Merci Franck, et on invite tout le monde à créer des murs. Comment on dit des murs, hein, c'est ça sur Pinterest. Des tableaux, pardon, Franck. Des murs avec des punaises sur Pinterest. Merci, Franck.
Arthur, un mot de conclusion? Un mot, moi, le mot, ça serait proximité, parce qu'on voit que de plus en plus, les utilisateurs ont envie de rentrer en contact avec les marques, hein, plus seulement de l'info finalement descendante. Hein, on va recevoir, alors chez nous, si on parle de marketing du message, mais on va passer de plus en plus à un marketing conversationnel qui. D'accord. Voilà, Donc de la proximité et de la conversation. Il ne faut pas hésiter à aller voir Orange pour découvrir toutes ces solutions de business messaging. Et on l'a compris, hein, il y a beaucoup d'innovations qui sont en train d'arriver avec le SMS conversationnel et le RCS. Exactement. Nicolas, un mot de conclusion? Bah moi, un mot de conclusion, ça va être plus proche grâce au mobile, en magasin. On a vu qu'il y a plein de choses qui ont commencé à se faire. C'est que le début, ça va continuer. Il y a un petit décalage par rapport à ce qui se fait hors du magasin. Ce décalage, il y a fort à parier pour qu'on le rattrape dans les années à venir et que ça pousse fort dans le magasin. Super, merci. Et on invite tout le monde à découvrir évidemment toute l'offre du groupe, hein, Aiko. Frédéric, également, un hashtag de conclusion, ce serait quoi? Hashtag très rapide, c'est de ne pas sous-estimer l'appétence des consommateurs pour les solutions innovantes, dématérialisation, etc., tout ce qu'on a évoqué, puisque bien souvent, les consommateurs sont en avance par rapport aux retailers. Et aujourd'hui, il faut en prendre conscience. On l'a démontré pendant le Covid. Hein. Tous les consommateurs ont accédé au menu dans les restaurants en scannant un QR code. Hein. C'était facile. D'accord. Bravo en tout cas, puis on invite tout le monde à télécharger l'application Life, une application de paiement augmenté. Voilà. Hugo, un mot de conclusion? Et moi, ce sera, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais réconciliation, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui de ne pas laisser le magasin physique croire que le digital va tout remplacer. Au contraire, il faut bien faire travailler les l'un avec l'autre, et ça avec l'UX et la tech, parce que les deux sont essentiels pour la centralisation des données et une bonne expérience utilisateur. Et User Agents, évidemment, accompagnera les marques dans ce voyage entre les deux mondes. Merci beaucoup en tout cas à tous les 5 pour ces témoignages. On peut les applaudir. On fait un petit break de quelques instants très court et on enchaîne avec une deuxième table ronde Alliance Digitale sur le e-retail média. À tout de suite.